Et donc, il est 14h28, il n'est pas 14h30, comme me l'a fait remarquer Laurent Bell, qui connaît la valeur des horaires. Et je veux faire un petit préambule pour saluer dans la salle deux personnes. Philippe Albera, qui est l'éditeur d'une série extraordinaire d'ouvrages de musique sur la musique du XXe siècle, aux éditions Contre-Champ, et dont le dernier volume paru est la correspondance entre Pierre Boulez et Pierre Soufchinski. Vous avez compris que Pierre Soufchinski était un homme très important dans la biographie de Boulez, et un soutien et un partenaire. Et la correspondance retrace cette longue amitié extrêmement productive. Et voilà mon premier salut. Et mon deuxième salut, c'est pour Jean-Yves Larouturou, qui est l'animateur de l'émission de France Musique L'Échappée Belle le samedi matin à 9h30. Et demain matin, il sera question de Boulez. Donc voilà, branchez-vous demain matin sur France Musique et vous aurez quelques surprises, comme d'habitude dans cette émission de Jean-Yves Larouturou. Et j'attends 14h30, où je prends une seconde de plus, ou de moins. Mais je vais tout de suite introduire Laurent, et ensuite il aura le temps qu'il faut. Laurent Bell est connu de la plupart d'entre vous, j'imagine. Il a été directeur de l'IRCAM. Il a une vie antérieure à l'IRCAM, mais il est devenu directeur de l'IRCAM, je crois, en 1992. Et à ce moment-là, évidemment, il était devenu extrêmement proche de Pierre Boulez, mais il l'avait été déjà avant. Puis il a été directeur de la Cité de la musique, puis directeur général de l'ensemble Cité de la musique Philharmonie de Paris. Et il a publié cette année un ouvrage qui est un bel ouvrage, je dois le dire, parmi tous ceux qui ont été publiés. J'en mentionnerai un autre tout à l'heure, qui s'intitule Pierre Boulez aujourd'hui. Et Laurent Bell est aussi le commissaire de l'année Pierre Boulez, commissaire général de l'année Pierre Boulez, dont vous avez entendu parler. Ce colloque s'inscrit dans cette longue série d'événements et de manifestations qui se déroulent toute cette année 2025. Et Laurent nous parle du réformisme institutionnel de Pierre Boulez. Merci, cher Pierre-Michel. Merci au Collège de France. Merci à toi et merci à Nicolas pour votre invitation. Alors, aujourd'hui encore, et peut-être plus particulièrement en France, quand on évoque l'épopée institutionnelle de Pierre Boulez, quelques lieux communs prédominent. Il aurait très tôt développé un statut de rebelle en se construisant à travers des rapports de force constants. Cette révolte juvénile aurait nourri une soif irrépressible de pouvoir dès lors que sa carrière de chef et son aura internationale, à partir du début des années 60, lui auraient offert un ascendant sur ses pairs et sur la classe politique. Et cet ascendant lui aurait également permis d'imposer sa vision partisane durant plusieurs décennies en empêchant le rayonnement d'autres initiatives portées par ses pairs. Ce dévoiement aurait d'ailleurs également eu un effet boomerang, celui de faire passer au second plan sa propre activité de création. Alors ce paysage vient nourrir une critique de fond, à savoir que son legs institutionnel incomparable se trouverait entaché par un reniement profond, à savoir que sa volonté initiale de rupture et de rejet du système aurait laissé place à une position beaucoup plus conservatrice à partir du moment où la reconnaissance publique a changé et son rapport à la musique et son rapport à la société. Avec en toile de fond donc une double accusation, entre guillemets, dans un premier temps, un sectarisme esthétique aurait conduit la musique contemporaine sur une mauvaise voie, et par la suite, son activisme bien connu aurait déséquilibré toute la politique musicale de la France.
Alors si certains éléments prennent appui sur des bases avérées, aussi bien sa forte personnalité qu'un évident juxtabotisme, il n'empêche que son action publique dessine une trajectoire bien plus altruiste que ce qu'en disent ses détracteurs, une trajectoire au caractère multiforme inédit, où le hasard provoqué le dispute à la cohérence et la détermination. C'est ce que je vais essayer de tenter d'effleurer dans le temps qui m'est imparti. Je vais le faire en distinguant 3 niveaux d'implication institutionnelle de Pierre Boulez, afin d'essayer de dégager des lignes de force qui mériteraient ultérieurement de plus longues analyses. Alors, quels sont ces 3 niveaux ? Le premier est aisé à appréhender, il concerne l'éclosion institutionnelle liée à sa jeunesse et l'aventure qui a mis à nu ses dispositions d'organisateur, à savoir le domaine musical. Le deuxième niveau est celui des institutions classiques, régaliennes et pérennes, au sein desquelles il a temporairement exercé des responsabilités de management, en un mot, à l'international, les orchestres classiques qu'il a dirigés. Et le troisième niveau est bien sûr le niveau central. Il s'agit des institutions qu'il a lui-même créées de toutes pièces à Paris et qui représentent de nouveaux modèles de recherche, de création, de diffusion et de transmission encore aujourd'hui palpables. Alors le premier niveau, associé à l'effervescence des années 50, est intéressant à observer parce que c'est là où beaucoup de choses se sont jouées, c'est là où des éléments essentiels constitutifs de son ADN se sont mis en place ou du moins révélés. Une première cohérence s'impose. Le domaine musical n'est bien sûr pas une matrice suffisante pour présager de l'ampleur du rôle public ultérieur de Pierre Boulez. L'institution est beaucoup trop minuscule en termes de force de frappe. C'est même ridiculement minuscule par rapport à la suite. Néanmoins, elle prélude la suite, elle entre en cohérence avec la démarche ultérieure de Pierre Boulez. La vision artistique qu'il anime ici, à cette époque, nourrira en effet le niveau 2, celui des aventures symphoniques, même partiellement, il est vrai, et plus profondément ses propres réalisations institutionnelles, celles du niveau 3. Je pense ici, en premier lieu, à la clarté et à l'impact des fameux 3 plans définis par Pierre Boulez, un plan de référence aussi bien ancienne que relevant du 1er XXe siècle, un plan de connaissance attentif à la divulgation d'œuvres contemporaines récemment composées mais encore méconnues, et un plan de recherche axé sur la nouveauté. Ce n'est pas uniquement la nouveauté, c'est l'articulation entre ces 3 plans. On est donc bien loin déjà de la rupture supposée du jeune compositeur rejetant la globalité de l'héritage musical, et cette vision ouverte sera le credo de Pierre Boulez sa vie entière, même s'il se rendra compte assez vite avec les orchestres symphoniques qu'il lui faudra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour ne pas se limiter au XIXe siècle. Autre intérêt posthume du domaine, celui de pressentir un profil qui commence à émerger et qui le distingue de ses pairs. Ce profil, c'est celui d'un artiste capable de dépasser son intérêt personnel pour porter un dessein collectif, ce qui n'est pas la marque de ses pairs de sa génération. Et celui d'un responsable qui assume les tensions en gardant d'une certaine manière le cap, en raison d'un pragmatisme éprouvé qui lui permet de fédérer des cercles disparates, tels que le montre par exemple l'hétérogénéité du public qu'il a conquis au domaine, alliant les avant-gardes, mais aussi de grandes figures engagées contre les conformismes ambiants, d'autres représentants du tout Paris, jusqu'aux jeunes profanes. De toute évidence, là encore, son talent d'équilibriste dénote
par rapport à une certaine image d'inflexibilité. Enfin, dernière remarque, ce jalon du domaine ne peut être dissocié de l'aventure qui l'a précédée, celle avec la compagnie Renault-Barrault, qui n'est pas étrangère au succès du domaine, car le domaine n'aurait pas existé sans le soutien de Barrault, et la fidélité de Pierre Boulez l'a d'ailleurs conduit en retour à engager des interprètes qu'il a connus essentiellement dans la fosse du théâtre Marigny. Surtout, l'artisanat et l'engagement émanant du domaine ressemblent quand même assez furieusement au modèle posé par Jean-Louis Barrault. Concrètement, Pierre Boulez s'est imprégné de tout ce qu'il a observé auprès de Barrault pour en faire son miel par la suite. Il y a appris à se mettre sans acrimonie au service de musique aux antipodes de ses préoccupations. Il a approfondi sa culture extra-musicale en matière théâtrale, mais plus largement auprès du monde artistique et intellectuel. Et cet esprit de curiosité marquera profondément et durablement la trajectoire du compositeur, mais aussi celle du responsable d'institution qui sera, nous le verrons, en quête constante d'interaction. Auprès de Barrault, on peut dire que Boulez s'est fondu dans un modèle entrepreneurial familial qui ne pouvait pas survivre sans une orientation ferme et une loyauté totale, ce que d'aucuns qualifieront d'esprit clanique. Alors, il a sûrement perçu ici les ferments d'un modèle public-privé qu'il s'appropriera par la suite, à savoir tout projet d'ampleur doit s'appuyer sur une structure professionnelle qui nécessite des soutiens publics en France, mais elle a aussi besoin d'une âme qui émane des personnalités qui les animent. Là encore, il ne changera pas d'opinion. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce premier niveau a offert à Pierre Boulez suffisamment de base et d'assurance pour expliquer ce que sera la suite de son parcours. Assurément, non. Néanmoins, certains contours se dessinent, derrière l'image revendiquée d'ailleurs d'un certain sectarisme. Pierre Boulez sait fédérer ses pairs, a appris à gérer des rapports de force, ce qui est très important si on veut avoir une carrière institutionnelle, et a incarné un dessein collectif en programmant ses collègues plus que lui-même et en intégrant même, dans une certaine mesure, des compositeurs opposés à sa ligne esthétique. À l'inverse, son engagement et l'artisanat revendiqué s'accompagnaient malheureusement d'une marginalité qui empêchait la professionnalisation au niveau rêvé par Pierre Boulez. Et cette absence de moyens pesait d'autant plus lourd dès la fin des années 1950 que Pierre Boulez commençait à avoir accès à d'autres univers, au Südwestfunk, Baden-Baden ou à Bâle, avant d'élargir, au début des années 1960, son horizon international de chef d'orchestre. La transition est donc toute trouvée pour aborder le deuxième niveau, celui des institutions classiques que Pierre Boulez a dirigées dans le but de les rénover, ce qui l'a occupé de la fin des années 1960 au milieu ou un peu plus de la décennie suivante avec les orchestres de la BBC et de New York. Il convient cependant d'élargir le cercle à l'Opéra de Paris, comme nous le verrons, et de manière beaucoup plus anecdotique de mentionner l'orchestre de Chicago, où pendant plusieurs années, entre le mandat de Daniel Barenboim et celui de Riccardo Muti, il a joué un rôle central avec Bernard Haitink au début des années 2000 dans la conduite de cette formation pour des raisons liées à la qualité de la phalange qui attirait Boulez bien sûr, mais aussi aux liens amicaux avec Barenboim. Plusieurs constats me semblent se dégager de ce niveau 2. Au départ, à la fin des années 60, ne se sentant pas encore armé pour contrôler les arcanes des grands collectifs, il aura la sagesse et l'intelligence de se placer sous l'égide de figures tutélaires qui lui mettront le pied à l'étrier,
lui permettant d'élargir son champ d'action et sinon de maîtriser totalement la gouvernance des grandes institutions, du moins d'en comprendre les rouages et les limites. Heinrich Strobel à Baden-Baden ou William Glock à Londres, par exemple. Avec bien sûr un prisme international qui enrichira également l'expérience de Pierre Boulez et lui fera découvrir des usages reposant plus fortement sur l'initiative privée, la société civile jouant, aux États-Unis notamment, un rôle plus important qu'en France dans les enjeux collectifs, à la fois un rôle moteur, mais un frein aussi. Cela dit, les limites de ces institutions classiques seront bien supérieures à ce qu'il avait imaginé au départ, puisqu'il aura, reconnaissons-le, du mal à faire bouger les lignes autant qu'il l'aurait souhaité, notamment à New York, une structure plus conservatrice, sans nul doute, que la radio publique de Londres. J'ai eu de nombreuses discussions avec lui sur ses expériences passées durant cette décennie. S'il en est ressorti sceptique sur la capacité de ce type de maison à s'engager réellement dans la voie de la modernité, il n'a tiré pour autant aucune aigreur ni pessimisme exagéré, simplement un réalisme assez froid en matière d'institutions patrimoniales, voire même d'ailleurs en matière d'institutions tout court, même prospectives. La perspective du renouveau ne peut être que temporaire parce qu'elle passe en premier lieu, et je reviens sur la question humaine, par la présence de leaders capables d'innover en maintenant la confiance qui doit régner entre l'artistique et le management. C'est là la difficulté. Dit autrement, pour Pierre Boulez, les institutions ne sont que des murs, il le dit lui-même dans des interviews, et il convient de lutter contre leur tendance à la routine qui favorise la standardisation et une forme de médiocrité. Ainsi faut-il lire, par exemple, ces réticences maintes fois exprimées par rapport aux orchestres de Radio France. Selon lui, ni l'environnement, ni l'absence de continuité de gouvernance ne permettaient de créer là un cadre favorable. L'idée de compagnonnage, qui renvoie encore à Jean-Louis Barrault, est en fait, j'y reviens, centrale dans la démarche de Pierre Boulez, ce qui explique qu'en tant que chef, il est toujours privilégié quelques coopérations humaines stables. Los Angeles du temps d'Ernest Fachmann, ou encore Chicago que j'ai cité, le Festival Salzbourg, mais porté par Gérard Mortier, ou encore le Châtelet, le Festival d'Aix-en-Provence, puis la Scala de Milan du temps de Stéphane Lissner. Sans oublier 3 collaborations majeures, bien sûr, l'une avec le Festival Bayreuth, une autre avec Daniel Barenboim à l'Orchestre de Paris, à Chicago, mais aussi à Berlin, et une dernière avec le Festival de Lucerne, animé par Michael Flieger. Il est aisé de relever que la carrière de Pierre Boulez traverse en majorité ces liens d'amitié et de confiance durables avec des patrons d'institutions. Un parallèle serait d'ailleurs à établir avec l'artiste Pierre Boulez. Ses prestations lyriques, qui restent limitées, sont souvent elles aussi associées à des fidélités. Wolfgang Wagner, bien sûr, à moindre titre Jean-Louis Barrault, mais Patrice Chéreau ou encore Peter Stein. Jamais Pierre Boulez, même en cas d'échec médiatique, par exemple, comme ce fut le cas à Aix avec le château de Barbe-Bleue mis en scène par Pina Bausch, jamais il ne sera accusable de s'être désolidarisé avec son partenaire metteur en scène. Reste enfin un domaine institutionnel classique difficile à appréhender tant les zones d'ombre sont multiples. Ce domaine, c'est l'opéra. Alors, premièrement, Boulez, créateur, a toujours prôné la correspondance des armes, mais n'a jamais composé d'opéra. Deuxièmement, Pierre Boulez, chef d'orchestre, connaît des succès
lyrique planétaire, le Ring du centenaire Bayreuth, Loulou à l'Opéra de Paris, etc. Mais sa stature internationale ne lui permettra pas d'imposer ses vues à l'Opéra de Paris. Et troisièmement, autre paradoxe, Pierre Boulez, polémiste, se fait le critique des pratiques désuètes du milieu. Ainsi, le célèbre article du Spiegel en 1967, « Il faut brûler les maisons d'opéra ». Et pourtant, en même temps, la même année presque, aux côtés de Maurice Béjart, il s'investit en vain dans le projet de transformation de l'Opéra Garnier, conduit par Jean Vilar, une histoire, là encore, de complicités artistiques, mais qui s'est heurtée à l'inconstance de l'État. Il en va en effet pour Pierre Boulez de l'État comme des institutions. Aucune réforme sérieuse ne peut être conduite sans l'impulsion de personnalités politiques porteuses d'une vision. Or, à peine les représentants du ministère de la Culture, Émile Biasini et Gaëtan Picon notamment, ont-ils commandité cette étude à Jean Vilar, que le ministre Malraux les a désavoués et écartés au profit de responsables jugés par Pierre Boulez médiocres et surtout réactionnaires. D'où le séisme rendu célèbre par l'article du Nouvel Observateur dès 1966, « Pourquoi je dis non à Malraux ». Cette mésaventure n'empêche néanmoins pas Pierre Boulez de se remettre à la tâche dans les années 1980 autour, cette fois-ci, de l'Opéra Bastille, avec le nouvel échec que l'on connaît. Une analyse rapide permet de mesurer l'opiniâtreté de Pierre Boulez et une certaine capacité à se mouvoir sur un fil. D'abord, en 1982, pragmatique, il menait son engagement en faveur de la construction de l'Opéra Bastille avec la contrepartie de la perspective de lancer son projet de salle à la Villette où doit s'ancrer l'ensemble intercontemporain. Parallèlement, pris au jeu, Pierre Boulez, le visionnaire, reprend une de ses idées fixes pour l'Opéra Bastille, qui avait germé d'ailleurs dès son côtoiement avec Barrault, qu'on retrouve dans l'espace de projection, par exemple, de l'IRCAM, consistant à affirmer que l'opéra ne peut se renouveler que si l'espace de représentation est totalement repensé. Et au départ, il parviendra à imposer l'adjonction d'une salle modulable qui, on s'en doute, fédérera contre elle toutes les oppositions conservatrices, et il y en a un certain nombre en musique, et qui ne verra jamais le jour. Puis, chemin faisant, progressivement, au cours de ces années 80, alors que le projet Bastille s'enlise, les signaux négatifs se multiplient, notamment durant la cohabitation politique de 1986-88, Pierre Boulez a 1000 raisons, opportunités et facilités de se retirer. Mais il s'y refuse, afin, bien sûr, de protéger l'avancement du projet futur de la Villette, et de plus, il apprécie l'activisme du ministre Jack Lang, relation des personnes donc, auquel il a donné sa parole de tenir la barre jusqu'au bout. En militant fidèle, il ira donc au bout du chemin de croix. La crise explose en 1988. Pierre Boulez, tacticien, confronté aux errements des pouvoirs publics pendant la cohabitation, avait réussi à imposer Daniel Barenboim comme patron d'un opéra Bastille devant ouvrir un an, à peine plus tard, avant que Pierre Berger, nommé président de l'institution à l'été 1988, limoge ce dernier dès janvier 1989, entraînant le retrait immédiat de Pierre Boulez et Patrice Chéreau le jour même. Comme souvent, si la ligne a été sinueuse, la fidélité n'a pas été prise en défaut. Nous touchons donc là l'ambiguïté et la force de Pierre Boulez d'une certaine manière. En 1990, je peux en témoigner, parce que j'étais très proche de lui à ce moment-là, il sort lessivé, épuisé d'une décennie de combats vaines et d'une violence
assez rare. J'ai retrouvé cette violence 2 décennies plus tard autour de la Philharmonie, mais je peux vous assurer que ce n'est pas simple à traverser. Alors quand on est compositeur et qu'on doit en plus gérer ses propres doutes créatifs, vous imaginez ce que ça peut représenter. Mais là où beaucoup auraient baissé pavillon, il a d'une certaine manière tenu bon. Il a même puisé dans cet échec l'énergie pour repartir au combat et finaliser le projet de la Cité de la musique à la Villette, malgré à nouveau quelques passes d'armes mémorables. Ce rebond me guide donc vers le 3e niveau de la démarche de Pierre Boulez, le plus fertile, à savoir la création ex nihilo d'institutions nouvelles. Je veux bien sûr parler dans les années 70 de l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain, puis de la Cité de la musique dans les années 90. Première remarque, un tel déploiement institutionnel est inédit dans l'histoire de la musique. De même qu'est inédit que ces institutions aient survécu à leurs créateurs et continuent aujourd'hui à être considérées, en France et à l'étranger, comme des modèles innovants de recherche, de production, de diffusion et de transmission. Deuxième remarque, certes, les débuts, notamment ceux de l'IRCAM, sont difficiles, on doit le reconnaître. Une technologie encore rétive, un milieu français hostile à son retour à Paris, Pierre Boulez encore peu présent du fait de ses engagements à Londres, New York et Bayreuth, une équipe constituée autour d'égos assez prononcés, qui a tendance à transformer l'organisation très horizontale et transversale voulue par Pierre Boulez en une organisation un peu en silo. La crise interne éclate normalement, naturellement presque, dès la fin des années 70, mais le rebond de Boulez dit beaucoup sur sa conception et ses intuitions. Il n'hésite pas à se tourner alors radicalement vers une génération de compositeurs trentenaires dès la fin des années 70. Philippe Manoury, Magnus Lindberg, Kaija Saarajao, Marco Stroppa et bien d'autres. Cette ouverture vers les jeunes générations restera d'ailleurs l'une de ses marques de fabrique, comme en témoigne l'Académie du Festival de Lucerne qu'il dirigera jusqu'en 2014, 2 années avant sa disparition. Troisième remarque, il est intéressant de noter qu'après la décennie des années 60, ces années 70 et 80 marquent le retour du primat de la pensée théorique et prospective. On croit revenir dans les années 50, même si la question n'est plus directement celle du langage sériel, mais celle de la nécessité pour la musique de se saisir de l'émergence de l'ordinateur. Tout dans l'IRCAM naissant semble consacrer une nouvelle forme de rupture. Le bâtiment souterrain, les liens avec les laboratoires américains les plus prospectifs, le contre-pied assumé avec les pratiques françaises de la musique concrète, les espaces ouverts aux chercheurs 24 heures sur 24, l'exigence faite aux compositeurs invités de se former à un langage nouveau, et pourtant, là encore, Pierre Boulez établit très vite des contre-feux qui éclairent sa vision culturelle. D'une part, c'est la naissance concomitante de l'ensemble intercontemporain qui vient rappeler le primat de la réalisation de l'œuvre, de la passerelle à établir avec la production et la diffusion, et de l'inscription de la création dans un continuum historique, avec la nécessité d'un ancrage au cœur de la communauté musicale. D'autre part, le symbole que représente l'inscription de l'IRCAM au sein de l'institution à vocation pluridisciplinaire qu'est le Centre Pompidou, et non pas dans un environnement universitaire, établit une ligne de force chère à Pierre Boulez. Je sais que le projet a été prévu pour la Max Planck Foundation, mais je pense que justement, il y aurait pu avoir, sur le long terme, pas mal de problèmes pour Boulez à gérer
un statut hors sol à la Max Planck Foundation. Là, le Centre Pompidou est pour lui un point d'appui. En effet, dès son apprentissage précoce, je l'ai déjà dit, il avait expérimenté cette nécessité du décloisonnement chez Jean-Louis Barrault. Lorsqu'il découvrit chez Barrault le théâtre, ce sont également les univers des poètes, des écrivains, des dramaturges, voire des plasticiens qu'il tenta parallèlement de décrypter. Et il ne dérogera jamais à une règle qui constitue une forme de signature chez lui, celle de la recherche de transversalité. Alors ne nous trompons pas, c'est une transversalité qui se nourrit souvent de correspondances comme ça entre les arts, mais qui ne vise pas à explorer le concept d'œuvre d'art totale. Il cherche simplement à dériver vers le champ musical des concepts ou des modes de fonctionnement observés dans d'autres pratiques. Prenons l'exemple de la Cité de la musique, inaugurée 2 décennies après l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain en 1995. Comment définir ce modèle? Il fait interagir au même niveau d'exigence et de moyens financiers la création et la diffusion musicale incarnées par les concerts, le patrimoine exploré notamment par le Musée de la musique, l'information et l'initiation, voire la formation du public dès son plus jeune âge à travers un pôle d'éducation très développé, enfin la transmission portée par une démarche éditoriale inédite pour ce type de structure, sous des formes diverses, papier, audiovisuel, numérique, etc. Eh bien, Pierre Boulez a puisé ce modèle non pas dans l'observation du monde musical, au contraire, mais dans les arts plastiques, dans la pluridisciplinarité du Centre Pompidou, ou encore dans la mutation opérée par les grands musées internationaux qui, à partir des années 1980, ont su mettre en regard leurs collections avec un grand déploiement d'expositions et d'activités de découverte de tous ordres. Enfin, j'ajoute, autre fait inédit pour une institution ancrée dans la sphère classique, que les cultures et arts de tous les continents coexistent à la Villette. Parfois, ils sont mis en confrontation, parfois abordés de manière spécifique, à travers les concerts, mais aussi les expositions, les ateliers ou les éditions. Donc Pierre Boulez a posé ses bases dans les années 1980 et 90. J'ai eu l'opportunité d'élargir le spectre dans les années 2000 et 2010, en rajoutant l'édification de la Cité, l'édification de la Philharmonie, pour compléter la Cité. Aujourd'hui encore, 30 ans après le point de départ de l'inauguration de la Cité, si cette réalisation imprègne la conception des projets qui émergent un peu partout dans le monde, il est bon de noter qu'il n'existe encore nulle part une institution qui présente une telle diversité, sans même évoquer la proximité du Conservatoire supérieur, qui doit également son implantation à la Villette à l'obstination de Pierre Boulez. Pour conclure, voilà comment se dessine, derrière l'apparence et la réalité d'ailleurs, de la rigueur, de l'austérité même, et malgré des choix artistiques parfois très arrêtés au niveau personnel, voilà comment se dessine un paysage très ouvert, un work in progress qui impose d'éviter toute conclusion définitive. Se confronter au rapport de force, que je l'ai déjà dit, rencontré au quotidien lorsqu'on est animé d'un grand dessein public, nécessite un caractère bien trempé. Il n'est pas dans mon intention de nier que Pierre Boulez a pu, parfois avec excès, parfois même à tort, avoir des positions abruptes à l'égard de certains. C'était un personnage public, c'est vrai, avec une forme d'excès, voire de démesure. Il était conscient d'ailleurs de jouer un rôle public, mais il était l'opposé d'un courtisan. Il avait une relation distante et méfiante avec la politique et l'engagement politique, bien qu'il ait souvent soutenu des hommes et femmes politiques porteurs d'un élan en faveur de l'art et de la culture. De même, son influence n'était pas due principalement à son réseau d'amis ou à son carnet d'adresses. Par exemple,
Ce qui surprend souvent les gens quand on leur dit « Pierre Boulez n'a rencontré Georges Pompidou que 2 fois dans sa vie, et il en va de même pour François Mitterrand ». Pour comprendre son impact, il faut en premier lieu analyser sa capacité à exprimer clairement ses exigences, à jauger les situations et à établir les bons rapports de force. C'est parce que sa pensée était tranchante et prospective que les hommes politiques le craignaient. Alors même si l'homme de pouvoir a longtemps troublé l'image de l'artiste, on peut avec le recul se rendre compte du véritable sens de son héritage public. Il a réussi à fonder des institutions qui lui ont survécu, il a créé des espaces de création, de recherche qui se sont régénérés parce que leur modèle de départ était bien posé, et il a aussi posé avec la Cité de la musique les bases d'une institution qui fait référence même dans le monde de la musique classique, où elle représente pour beaucoup l'espoir d'une possible modernisation de cette pratique. Et il a établi cette constellation malgré ses propres doutes à l'égard des institutions. Ce qui faisait sens pour lui avant tout, c'est l'affirmation du primat de l'individu qu'il plaçait au cœur de sa vision, mais d'un individu capable d'un dépassement, d'une forme de transcendance laïque au profit du collectif. Comme tous ceux qui l'ont connu, je peux affirmer qu'outre ses qualités de fédérateur, il était animé par une éthique forte. Les institutions boulésiennes ont servi sa musique, c'est une évidence, mais contrairement aux initiatives menées par ses pairs qui en sont souvent restés à ce niveau-là, elles étaient dès le départ et sont toujours aujourd'hui au service d'un projet collectif avec l'obsession des générations futures. Quand on observe sa trajectoire, on perçoit bien sûr une forte évolution, des contre-pieds, des ruptures, aussi bien au niveau du langage que de son tempérament, devenu moins éruptif au fil du temps. Mais ce qui domine, c'est la cohérence. En effet, nous l'avons souligné, sa jeunesse n'a pas été faite que de ruptures. Le dialogue entre l'ordre et le chaos était déjà présent. C'est pourquoi nous pourrions dire, pour formuler une conclusion peut-être trop unifiante, que Pierre Boulez était un esprit profondément réformateur qui a pensé sa pratique et son action en termes d'évolution et non de révolution, même s'il a pu se saisir, on l'a vu ce matin, de la stratégie des coups de boutoir. Merci.